Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des travaux des sénateurs. Aujourd'hui, vous allez suivre un colloque organisé la semaine dernière par la délégation aux droits des femmes du Sénat. Cette année, la délégation a choisi de parler du rôle des femmes dans la Grande Guerre à l'occasion du centenaire de la guerre 14-18. Alors les femmes ont été beaucoup mobilisées durant cette guerre dans tous les pays belligérants, en France, en Angleterre et en Allemagne. Et elles ont permis de faire tourner l'économie en travaillant aux champs, aux usines et aussi dans les services. Les femmes ont par exemple occupé des postes dans les administrations, dans les banques, ce qui a entraîné la féminisation du secteur tertiaire au XXe siècle. Tout de suite, le colloque sur les femmes pendant la Première Guerre mondiale. Le 31 juillet 1920 était votée une loi permettant de condamner la propagande en faveur de la contraception et de l'avortement, ainsi que la fourniture de moyens anticonceptionnels ou abortifs. 3 ans plus tard, le 27 mars 1923, le crime d'avortement était transféré des cours d'assises aux tribunaux correctionnels, que l'on espérait, comme l'a rappelé Françoise Thébault, plus enclin à sanctionner les infractrices. Ces deux lois sont souvent présentées à l'échelle européenne comme parmi les plus répressives, sinon régressives, du moment. Elles sont inséparables du contexte de la Grande Guerre, dans la mesure où celle-ci a constitué un temps fort de l'histoire des croisades morales et natalistes en France. Pour autant, penser que le combat contre la liberté reproductive et que le durcissement du contrôle des corps féminins serait essentiellement une réaction mécanique à l'hécatombe humaine de 14-18 relève de l'idée reçue. Pour expliquer à la fois l'avènement de cette législation et le fait qu'elle aurait bien pu ne pas voir le jour, je propose de m'intéresser à l'histoire de l'État et des institutions de la Troisième République, dans leur fonctionnement interne et externe, dans leur travail formel ou informel. Cela conduit notamment à réinterroger deux images auxquelles est souvent associé le Sénat, sur lequel je vais concentrer mon propos. Sénat qui est tantôt présenté comme un bastion du conservatisme, tantôt comme un garde-fou des valeurs républicaines. Revenons un peu en arrière, c'est dans les années 1900 que des médecins, témoins d'une apparente augmentation des avortements criminels, comme on le disait alors, ont cherché à alerter l'opinion et le pouvoir politique sur ce qui constituait, aux yeux de certains, un nouveau fléau social et une cause majeure de la supposée dépopulation française. L'opération a permis la mise à l'agenda politique de l'avortement illégal qui, depuis le début du XIXe siècle, était prohibé mais peu repéré, peu poursuivi et peu sanctionné. Cependant, l'inscription de la question dans les discussions législatives et les projets gouvernementaux est un phénomène pour le moins laborieux, qui suit en fait deux circuits concurrents, l'un parlementaire, d'initiative essentiellement sénatoriale, l'autre centré sur l'exécutif, et en particulier sur le ministère de la Justice et sa direction des affaires criminelles qui fait autorité en matière de compétences juridiques. Ce à quoi il faut ajouter des commissions extra-parlementaires mises en place à la demande des gouvernements. Ce fonctionnement par commission, dans ou hors du Parlement, est un élément clé, car pendant une vingtaine d'années, c'est une petite poignée de personnalités, à peu près toujours les mêmes, qui vont être détentrices du dossier sur le plan institutionnel, soit dans les chambres parlementaires, soit dans leurs antichambres, telles que l'Académie de médecine, ou encore la Société générale des prisons, où se retrouvent les grands noms du droit criminel. Ces personnalités, qui appartiennent à de nombreux lieux de pouvoir, mais uniquement au sexe masculin, sont très souvent des médecins, dont l'influence politique découle pour beaucoup du capital symbolique acquis dans leur champ professionnel. Ils sont d'autant plus écoutés et respectés qu'on le sait, une centaine de parlementaires provient alors de cette corporation, et que la question de l'avortement comporte une dimension technique face à laquelle ils sont sans conteste les mieux armés. Le sujet traité par ces commissions parlementaires et extra-parlementaires est en effet complexe car, on l'a dit, techniquement ardu, mais aussi hautement passionnel, et ne recouvrant pas toujours les lignes de démarcation idéologiques habituelles. S'il existe en effet à la fin du XIXe siècle un large consensus quant à la nécessité de combattre l'avortement, la nature et le contenu des mesures à prendre fait l'objet de débats permanents. D'une part, entre partisans de la répression ou du contrôle social et partisans des mesures d'assistance aux femmes ou de soutien aux familles, et d'autre part, au sein même des partisans de mesures coercitives. De commission en sous-commission, les rapports, projets, propositions prolifèrent. La consultation d'experts et de personnalités autorisées démultiplie les lieux de discussion et accroît les dépôts d'amendements. La principale séquence débute en 1910.
Le sénateur radical Marc Lannelongue, chirurgien, membre de l'Académie de médecine et vice-président du groupe parlementaire médical, soumet à la Chambre haute une proposition, je cite, tendant à combattre la dépopulation par des mesures propres à relever la natalité. Certaines des dispositions qu'elle contient avaient déjà été promues quelques années auparavant dans le cadre d'une commission extra-parlementaire sur la dépopulation. Il s'agit d'abord de mesures tendant à renforcer l'encadrement de la profession de sage-femme, mesure soutenue par le corps médical qui trouve dans la lutte anti-avortement une occasion de renforcer son contrôle sur la profession d'accoucheuse. Il s'agit ensuite de la requalification du crime d'avortement en délit, réforme qui avait été discutée au Parlement dès 1891 et que ses défenseurs justifient au nom du supposé laxisme des jurys populaires. Et enfin, de la répression de la propagande anticonceptionnelle articulée à la notion relativement vague de provocation à l'avortement. Mais la proposition Lannelongue ajoute à ces mesures, relativement consensuelles, 2 dispositions qui constituent une véritable rupture avec le droit républicain et la tradition libérale. La première d'entre elles est l'excuse absolutoire, c'est-à-dire la dispense de poursuite pour l'avorté qui dénoncerait l'auteur des manœuvres abortives. La deuxième est la levée du secret médical, permettant, voire imposant aux médecins d'informer la justice des avortements qu'il aurait découverts. Ces 2 mesures vont provoquer une levée de bouclier au sein même du Front anti-avortement. Elles vont pousser le garde des Sceaux, Louis Barthou, sur les conseils de la direction criminelle, à défendre un projet de loi alternatif, excluant ces 2 dispositions, et laisser le Sénat empêtré dans la tentative de reformulation de la proposition de Lannelongue. Si bien qu'à la veille du conflit, aucune perspective d'aboutissement du processus législatif ne se dessine. Le débat public autour de l'avortement fait son retour en 1915 à la suite, comme cela a été évoqué précédemment, d'affaires de viol commis par l'ennemi et surtout après le dépôt par le sénateur Louis Martin d'une proposition de dépénalisation de l'avortement dans les régions envahies. Le gouvernement parvient à y faire barrage en octroyant des facilités d'abandon. Néanmoins, l'offensive anti-avortement est relancée dans un contexte de panique morale qui tient autant, sinon davantage, au bouleversement du rapport entre les sexes qu'à la situation démographique. Les militants anti-avortement, étroitement liés au principal groupe de pression nataliste, l'Alliance nationale contre la dépopulation, ne cessent de proclamer, en brandissant des données pourtant très ténues, que l'avortement explique l'essentiel du recul de la natalité et qu'il ne cesse d'augmenter depuis le début des hostilités. Ils contribuent, ce faisant, à imposer une véritable logique d'urgence qui remet en cause les pratiques délibératives et la temporalité parlementaire. Ils incitent à prioriser, en matière de lutte anti-avortement, les moyens d'action peu onéreux, frappants pour l'opinion et supposément efficaces à court terme. Côté Parlement, c'est le sénateur et docteur en pharmacie Paul Cazeneuve, devenu rapporteur de la commission Lannelongue, qui reprend en charge en 1917 le texte porté par son prédécesseur, en veillant cette fois-ci à associer prudemment des membres de l'exécutif. Son combat est relayé par un propagandiste de poids, le juriste Henri Berthelemy, qui mène une campagne médiatique spectaculaire, à tous les sens du terme, visant à faire tomber toutes les réticences, y compris face aux dispositions les plus controversées. Malgré la pression considérable exercée sur le législatif, les dissensions internes perdurent. Et ce qui est d'autant plus problématique que les défenseurs de la proposition sénatoriale tiennent à ce que celle-ci soit votée en bloc, considérant que l'ensemble des dispositions forment un tout indissociable dont il faudrait préserver la savante alchimie. La manière dont le Sénat parle de lui-même, c'est-à-dire comme le lieu où règne un ethos particulier, celui d'une nomothète qui mêle sagesse, prudence, minutie, apparaît ici comme une manière d'euphémiser l'incapacité des pénalistes, médecins experts et médecins libéraux, à trouver un terrain d'entente. La hantise de froisser les représentants des intérêts professionnels. La fragilité des alliances et des consensus. Le lien entre le pouvoir législatif et les médecins anti-avortement a produit en somme des effets contradictoires. S'il a facilité la définition de l'avortement comme maladie sociale, il a rendu aussi plus difficile l'adoption de mesures. Face à la remise en cause du secret médical, c'est surtout l'Académie de médecine, notamment par la voix du très charismatique Adolphe Pinard, accoucheur et pédiatre, qui s'oppose en gardienne des valeurs libérales. Face à l'instauration d'une excuse absolutoire, c'est-à-dire d'un droit à la délation, c'est bien le Parlement lui-même qui s'érige en rempart moral contre ce qui est présenté comme une transgression républicaine,
alors même qu'à la fin de l'année 1917, le gouvernement semble moins hostile à examiner la question. C'est bien la commission sénatoriale qui finit elle-même par écarter, je cite, « toute proposition pouvant donner à l'avortée dénonciatrice le bénéfice de l'impunité », et Paul Cazeneuve admettra lui-même en 1918 qu'une telle mesure serait dangereuse autant que répugnante et contraire à notre caractère français. Près de 2 ans après l'armistice, la proposition Cazeneuve, moult fois demandée, est toujours en discussion. Et l'élection de la très nataliste Chambre Bleu Horizon ne débloque pas la situation. La commission de l'hygiène de la Chambre accueille un nouveau député médecin, élu en décembre 1919, Adolphe Pinard, farouchement anti-avortement, certes, mais hostile à la suppression du secret médical, comme d'ailleurs à la correctionnalisation. Cette commission de l'hygiène va alors entrer en conflit direct avec la commission de législation, dirigée par un certain Édouard Ignace. Et ce qui va se produire alors est véritablement un coup de force institutionnel, puisque le 23 juillet 1920, en toute fin de session, Ignace demande l'examen immédiat de la proposition sénatoriale, dont il n'a conservé que les dispositions qui qui sont le moins clivantes, en les faisant passer pour les plus urgentes. Le sujet n'était pas à l'ordre du jour. Aucun député ne s'est véritablement préparé au débat. La manœuvre est soutenue par des membres du gouvernement, dont le garde des Sceaux et ancien sénateur Gustave Lopiteau, qui va répondre à l'interrogation d'un député de la manière suivante. « Nous mettrons cette loi au point après. Si besoin est, votez-la toujours. » La logique d'urgence a donc triomphé, et c'est d'ailleurs pas un hasard si c'est sous la forme de décrets-lois qu'un certain nombre de mesures natalistes et anti-avortement nouvelles vont entrer dans le droit à la fin des années 30. La Chambre adopte alors le texte à une écrasante majorité. Cependant, la correctionnalisation n'est pas inscrite dans la loi et les combattants anti-avortement vont encore batailler pendant plusieurs années, tenter plusieurs fois de court-circuiter les débats avant que la mesure ne soit définitivement adoptée en mars 23. Pour conclure, notons qu'aucun des protagonistes à l'origine de ces changements législatifs ne croit sérieusement empêcher le ralentissement démographique en s'en prenant à l'avortement et à l'information contraceptive. Les lois de 1920 et 1923 relèvent pour beaucoup de l'action politique démonstrative. Elles visent notamment à satisfaire des groupes de pression et une partie de l'opinion en donnant, à peu de frais, l'impression que l'État s'est emparé du problème. Au final, elles font plus de mécontents que de satisfaits, et les combattants anti-avortement ne vont cesser, jusqu'à la fin du régime de Vichy, de réclamer, souvent d'obtenir, de nouvelles mesures, et surtout une action beaucoup plus musclée de la part des pouvoirs publics. Et c'est seulement au terme d'une escalade répressive, dont les 2 exécutions effectuées sous Vichy ne sont que la partie visible d'un iceberg, qu'ils seront forcés de s'interroger sur l'utilité de la coercition en matière de vie privée. Louise de Bettigny, agent de renseignement et résistante de la Grande Guerre. On connaît un monument et une place à Lille, des rues en France, dont à Saint-Amand-les-Eaux. Cependant, la mémoire collective a plutôt retenu l'image d'une Mata Hari. Pourquoi cet oubli pendant de nombreuses années ? Pourtant, Louise de Bettigny a dirigé un réseau de renseignement pendant la Première Guerre mondiale. Elle a dépassé les normes de genre qui confinent les femmes dans des rôles établis. Donc je ne vais pas, comme ma collègue précédemment l'a expliqué, le nord de la France est occupé et c'est à peu près la même situation dans nos 2 départements que dans les Ardennes, avec des situations terribles. Donc il faut savoir quand même que malgré tout, dans ce contexte, des actes isolés de résistance émergent. Par exemple, près de Saint-Amand, on a Angèle Leca qui, en mars 1918, a été fusillée par les Allemands parce qu'elle avait envoyé des messages avec un pigeon voyageur. Mais là, c'était pas un réseau du tout. Donc, dans le cas de... Par contre, il y a des réseaux de résistance. Donc, celui de Louise de Bettigny, le réseau Ramble, erré en anglais, en est un exemple. Donc, elle est née à Saint-Amand-les-Eaux, dans le nord de la France. Donc, Saint-Amand, ça se trouve entre Lille et Valenciennes, le 15 juillet 1880, dans une famille aisée de faïenciers. Alors, elle étudie chez les sœurs de la Sainte Union des Sacrés-Cœurs à Valenciennes, puis parvient, faut savoir qu'elle quitte Saint-Amand très très vite, puisque la société paternelle fait faillite, elle part très vite sur l'île. Donc, elle parvient à convaincre ses parents sa mère de partir faire ses études en Angleterre,
peut-être dans des universités britanniques, mais aussi dans des écoles de bonne famille où on apprenait les bonnes mœurs aux jeunes filles. Là, elle y apprend l'anglais, l'allemand, l'espagnol, aussi le sport, la bicyclette, l'équitation, le hockey. Donc tout ça, c'est quand même un symbole de très grande émancipation pour l'époque. Alors, d'après ce qu'on sait, les archives que j'ai consultées sont principalement dans la famille de Béthigny, mais aussi aux archives du royaume à Bruxelles, puisque les Belges, dans l'immédiat après Première Guerre mondiale, les Belges, contrairement à la France, ont fait un immense travail où ils ont reconstitué toute l'histoire de ces réseaux, donc qui est quand même très très important. Donc, d'après tout ça, on a pu savoir par la mémoire familiale et les écrits qu'elle aurait souhaité être journaliste. Mais c'était quelqu'un qui avait quand même beaucoup de caractère. Mais elle ne peut pas, et elle sera préceptrice d'abord dans des familles bourgeoises en France, puis dans des très grandes familles d'Europe entre 1906 et 1916, les Visconti, les Schwarzenberg. Donc, elle rentre en France au début de 1914. Il faut savoir aussi que c'est quelqu'un de très très croyant et qu'elle fréquente une ligue qui s'appelle la Ligue patriotique des Françaises, dirigée dans le Nord par Madame Féronfraud. Donc, en 1914, elle s'illustre lors du siège de Lille, puisque sa maison est près des remparts, en distribuant avec sa sœur Germaine de la nourriture aux soldats français. Cet acte de bravoure vaudra à sa sœur la croix de guerre. La famille nous a raconté qu'on avait retrouvé des balles sur les chapeaux de sa sœur. Alors, en faisant allusion à notre collègue, en février 1915, elle commence à utiliser les messages codés, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les communications sont coupées, pour transmettre les lettres des familles de Lille à leurs proches en France libre, via la Belgique et les Pays-Bas. Donc là, elle utilise la fameuse hante sympathique, c'est-à-dire le jus de cidron chaud. Et par ce geste, elle est remarquée par les services secrets anglais. Là, elle est formée en Angleterre par les services secrets où elle apprend le métier d'espionne, en fait, les codes, langue sympathique, la façon de dresser un plan, le fait de désigner sur un point sur une carte, d'obtenir et de transmettre les informations, donner les informations. Alors, le réseau Béthigny, alors d'après ce qu'on peut savoir, donc c'est un réseau qui est composé d'observateurs qui repèrent les mouvements de troupes et les transports ennemis. Alors c'est un réseau entre 50 et 60 personnes à peu près, et c'est un réseau qui est très bref, puisqu'on estime qu'il ne dure qu'entre fin février et septembre 1915 autour de Lille. Alors, et elle a son bras droit, Marie-Léonie Van Hout, qui est née à Roubaix en 1888. Donc Marie-Léonie Van Hout est d'abord infirmière. Elle soigne les blessés français jusqu'en janvier 1915. Là, à partir de janvier 1915, elle doit soigner les Allemands, et ça, elle ne veut pas par patriotisme. Donc elle arrête, et elle commence à vouloir elle aussi à s'opposer à l'occupant. Donc, en janvier 1915, son frère lui apprend que des soldats anglais se cachent à Lille. Donc là aussi, elle fait de l'exfiltration de soldats. Elle cherche aussi à savoir s'il existe des réseaux de résistance. Or, l'hôpital de campagne de Roubaix était dirigé par Madame Van Houtrive, qui est une personne de la haute industrie textile roubaisienne. Par Madame Van Houtrive, elle rencontre Louise de Béthigny chez les Prouvot-Mazurel, qui sont aussi une très très grande famille industrielle du Nord-Pas-de-Calais. Donc elles se rencontrent là, et Louise et Léonie acceptent de travailler ensemble. Alors on peut estimer, parce qu'on n'a pas décrit à la base, la base de leur engagement, c'est le patriotisme. Elles veulent défendre leur patrie. Et pour les femmes nobles comme Louise, c'est aussi un prolongement des traditions familiales. Pendant la période médiévale et moderne, certains défendent leur fief alors que le mari est absent. Donc je vais précéder rapidement comment fonctionne le réseau, c'est-à-dire c'est découpé en secteurs. Il y a des gens de tous milieux sociaux, notamment les gens qui habitent à côté des voies de chemin de fer, qui repèrent le passage des trains.
Puis après, il rédige des rapports et elle crée un système de localisation sur plan très efficace, donnant les emplacements de batteries allemandes. L'armée allemande a reconnu que leurs canons ne tenaient pas une semaine face aux tirs anglais. Beaucoup de canons sont détruits. Donc, une fois que les informations seront rassemblées, Louise et Léonie se voient 2 fois par semaine et codifient les messages. Ils travaillent avec monsieur et madame De Geter, qui sont monsieur De Geter étant chimiste à Moucon, donc là les messages sont transformés. Et ensuite, Louise et Léonie font des voyages à travers, donc ça c'était la carte de tout à l'heure, à travers la Belgique et les Pays-Bas pour faire passer les messages, en tenant compte du fait qu'à partir de 1915, la frontière est électrifiée. C'est très très dangereux. Donc on peut dire que Louise de Béthigny informe les Anglais de l'imminence de l'attaque d'un souterrain par l'ennemi à Armentières. Elle aurait donné l'heure, la date et le lieu du passage du train du Kaiser aux Anglais pour qu'ils le bombardent, etc. Elle fait beaucoup de choses. Par contre, au cours de ça, parce qu'on a retrouvé en Angleterre le journal intime de son supérieur hiérarchique, qui sont aux archives de Londres. Donc là, la traque allemande se resserre sur Louise et on craint pour les arrestations. Et c'est ce qui arrive. Léonie est d'abord arrêtée fin septembre à Bruxelles, et ensuite, le 20 octobre, Louise est interpellée à Froyenne, sur le territoire de la commune à Tournai. Ça va le temps? 5 minutes. Ah, oh, bah c'est bon. Donc elle est interpellée à Froyenne. Donc elles sont envoyées toutes les deux à la prison Saint-Gilles de Bruxelles. Et en gros, pour schématiser, les Allemands emploient un subterfuge, c'est-à-dire ce qu'on appelle un mouton, donc une femme qu'on met dans la cellule de l'une d'entre elles pour les faire avouer. Donc en mars 1916, elles sont jugées par le Conseil de guerre. Louise de Béthigny se défend courageusement en remerciant ses juges de lui permettre de mourir pour sa patrie. La peine de mort est requise toutes les deux, mais finalement, le 23 mars 1916, Louise de Béthigny est graciée par une intervention de l'Espagne et sa peine est communée en réclusion à perpétuité. Donc elles sont toutes les deux envoyées à la prison de Siesburg en Allemagne, dans des conditions très difficiles. Donc les conditions de vie sont terribles. Elles font là aussi un mouvement de résistance, puisque Louise refuse de fabriquer des munitions, de chanter en allemand. Alors là, vous pouvez aller en arrière. Là, ce sont des lettres qui sont actuellement dans la famille de Louise de Béthigny, donc qu'elles écrivaient sur des papiers de paquets de chocolat. Donc, où elle refuse de chanter en... excusez-moi. Donc, ce sont des papiers de tablettes de chocolat où elle refuse de chanter en allemand. Et l'autre, si vous pouvez passer à la suivante, voilà. Donc, ça, c'est le type de document. Donc, finalement, elle est... À cause de tout ça, elle est mise au cachot et elle meurt le 27 septembre 1918 à l'hôpital de Cologne parce qu'elle est très très mal soignée d'une pleurésie. Marie-Léonie Van Noot soutient également Louise de Béthigny et elle y soigne les victimes du typhus qu'elle contracte à son tour. Et le 8 novembre 1918, la prison de Siesburg est libérée par les spartakistes. Alors, Louise de Béthigny reçoit énormément d'hommages puisqu'elle reçoit la Légion d'honneur, la Croix de guerre avec Palm, le British Empire Officer, et le Joffre lui décerne une citation à l'ordre de l'armée, que je n'ai pas le temps de lire. En 1900, alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1920, dans une fangue, exsangue et endeuillée, c'est plutôt son sacrifice patriotique qui est mis en valeur plutôt que son engagement combattant. Marie-Léonie Van Noot reçoit également de nombreuses distinctions, la Croix de guerre, elle est reçue par les autorités britanniques, etc. Elle a la Légion d'honneur. Et elle est beaucoup plus discrète et donc elle décède en mai 1967 à Boulogne-Billancourt. En 1924, la publication du livre « La guerre des femmes » écrit par Antoine Rodier, époux de Marie-Léonie Van Noot, marque un tournant.
Dans ce livre apparaît une Louise de Bettigny, combattante, animée par son patriotisme et sa foi en Dieu, à l'égard d'une Jeanne d'Arc moderne. À cette époque, très peu de publications montrent les parcours de femmes qui, comme Louise de Bettigny et Marie Van Noot, sont des actrices de l'histoire qui vont mener un combat direct contre l'adversaire. Donc après, il y a plusieurs... en train de conclure. Oui. Donc il y a plusieurs... il y a notamment, si vous pouvez passer... Voilà, ça c'est le monument de Lille, donc qui est très très intéressant. Puisque on la voit en Jeanne d'Arc, avec la tête auréolée de laurier tournée vers le ciel, adossée à une stèle surmontée d'une croix de guerre, tandis qu'un soldat lui baise la main. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que lors de l'inauguration, le 13 novembre 1927, en présence des maréchaux Foch et Weygand, Louis Marin, ministre des Pensions, déclare « Les femmes françaises qui savent mourir pour la patrie sont dignes de prendre part à un gouvernement ». C'est dans le contexte également de la loi Paul Boncourt en 1927. Donc ensuite, il y a aussi le film Sœurs d'armes, bien sûr, et c'est l'époque de la montée des fascismes en Europe. Dans l'éventualité d'une guerre, la France a besoin de tous ses enfants pour se défendre. Alors, fait très très intéressant, il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont interdit Sœurs d'armes, et qu'également, elle a servi de modèle à plusieurs résistantes, dont Jeanne Bohec et Marie-Jo Chambard-Delot. Voilà. Et voilà, donc, juste pour conclure, c'est le réseau classique de la Première Guerre mondiale en pays occupé. Selon l'historien Emmanuel Beige et Emmanuel De Bruyne, il y avait à peu près 200 réseaux et ça préfigure la Deuxième Guerre mondiale. Je tiens à préciser qu'ici, vous m'avez invitée en tant que présidente de l'association avec les femmes de la Défense. Alors déjà, moi j'étais porte-parole du service de santé il y a quelques années, donc j'aime bien que les choses soient claires. Donc c'est pas des femmes de la Défense, mais avec les femmes de la Défense, pour rejoindre les propos de Monsieur Weber, parce que c'est un réseau, c'est le premier réseau féminin des femmes du ministère des Armées. On a fondé ça avec 2 amis et un groupe un petit peu plus élargi de civils et d'officiers du ministère en 2016. Et le avec veut dire qu'en fait c'est ouvert aux hommes. Et d'ailleurs nous avons 10% d'hommes qui adhèrent à notre réseau. Et je tiens à le préciser parce qu'effectivement il faut bien avancer sur le terrain non pas de la féminisation mais de la mixité et également de la complémentarité. Et c'est en étant constructif qu'on pourra faire avancer les choses de façon intelligente. C'est ensemble et ce n'est pas les uns en clivage vis-à-vis des autres. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est que je suis quand même médecin, même si je viens ici en tant que présidente de l'association. Et en tant que médecin, je suis ravie d'avoir été invitée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le 18 octobre, et nous fêtons la Saint-Luc, qui est le patron des médecins, et surtout la fête des blessés du service de santé des armées. Voilà, c'est la journée où nous honorons nos blessés. Dernière chose, je voulais préciser aussi par rapport à vos propos. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Weber, que les femmes étaient cantonnées, et c'est vrai, à des métiers qui vont plutôt dans des domaines, dans les métiers, dans les filières techniques et administratives. Vous avez parlé d'un côté donc du service de santé, où effectivement aujourd'hui on est, pour les jeunes promotions, qui ne sont pas ma promotion évidemment, à peu près à 50% de jeunes femmes dans les promotions, aussi bien pour les infirmières que pour les médecins. Et puis vous avez dit qu'effectivement, pour d'autres catégories, on diminuait, en fait, le nombre de femmes diminuait autant qu'on s'approchait de fonctions plus opérationnelles. Alors je tiens quand même à préciser que même à 50% d'infirmières et de médecins, pour autant, le service de santé, ce sont des femmes qui sont aussi des opérationnelles, parce que je pense que s'il y a bien des femmes qui sont projetées aujourd'hui dans les armées et de façon avec une suggestion qui est très importante, eh bien, ce sont effectivement les femmes du service de santé des armées. Nos médecins spécialistes, nos médecins généralistes sont tous hyper projetés, puisqu'actuellement, quand ils sortent de l'université, dans les 2 ans qui suivent leur mise à poste, 80% sont partis 1 à 2 fois minimum en opération extérieure. Donc on peut être dans des filières techniques, dans des filières où effectivement de façon plus naturelle on y voit les femmes, mais pour autant être quand même du côté des opérationnels.
Voilà. Alors pour en revenir donc à la question, est-ce qu'on a progressé? Quel regard? Le corps des infirmières laïques des hôpitaux militaires a été créé en 1909, ne suffisant pas à répondre aux besoins du champ de bataille. Et le service de santé des armées a recruté alors, à partir de 1914, les premières femmes infirmières de la Croix-Rouge qui sont affectées à des formations sanitaires militaires. Puis, après 1916, est créé le corps des infirmières temporaires, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, engagées pour la durée de la guerre. Est ouvert ensuite en 1926 le cadre des infirmières civiles des hôpitaux militaires. L'histoire des infirmières est assez connue et on en parle tout le temps. Et c'est vrai que on est très fiers quand on appartient au service de santé des armées. Finalement, quand on regarde l'histoire, on parle très souvent des soignants et notamment des soignantes. Et on se rend compte du rôle prégnant qu'ils ont joué auprès de nos soldats. Et je tiens à dire, puisqu'on est aussi censé faire le lien avec l'actualité et l'avenir, c'est qu'aujourd'hui, partout où les armées sont déployées, le service de santé est présent à ses côtés, avec des infirmiers, des médecins, mais aussi des auxiliaires sanitaires. Et c'est très important pour le moral des soldats. Et encore aujourd'hui, sur nos théâtres d'opération, c'est très important pour le moral des militaires de savoir que le service de santé est présent au plus près des combats. Donc ça n'a pas changé. Donc si cette histoire est assez connue sur le plan historique, on ne parle jamais ou très peu. Alors on a entendu aujourd'hui parler alors j'ai oublié les noms ce matin, là c'est celle qui portait les charges, je sais pas, voilà, également des munitionnettes. Alors on a aussi les Hello Girls, les femmes américaines qui ont participé à la Première Guerre mondiale en France en tant qu'opératrices de centrales téléphoniques, bilingues anglais-français. Elles ont permis la coordination tactique franco-américaine pendant la Première Guerre mondiale. Il y a aussi les Yeomanettes de la marine US, des femmes militaires britanniques qui ont œuvré dans le domaine de la logistique, des femmes françaises qui ont servi l'armée en tant que chauffeurs de camions, chauffeurs de taxis et des taxis de la Marne. Et puis bien sûr, donc les ambulancières, les infirmières, les médecins comme Madame Girard-Mangin dont on a parlé tout à l'heure, les escadrons de la mort russe, Madame Arnaud qui a organisé le corps des volontaires françaises et belges pour la défense nationale. Donc énormément de femmes qui se sont illustrées pendant ce conflit. Les conflits de haute intensité du XXe siècle, dans lesquels les forces armées françaises ont été impliquées, au premier rang, ont donc conduit progressivement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Weber, l'institution militaire à ouvrir ses services et ses rangs aux femmes. Malheureusement, leurs actions, qui ont été souvent importantes, voire capitales, ont été très souvent par la suite oubliées. Malgré le rôle joué par des femmes remarquables au comportement valeureux, parfois héroïques, durant les 2 conflits mondiaux, ces dernières sont rapidement retournées à leur foyer après la guerre. Aujourd'hui, en 2018, la place des femmes dans les forces armées, en France, n'est plus un problème. Leur rôle est désormais reconnu. Nous avons donc largement progressé, si on doit répondre à cette question. Mais comme d'habitude, tout est nuancé. Les armées françaises ont suivi depuis leur professionnalisation, c'est-à-dire depuis 20 ans, donc là on parle d'un siècle, mais en réalité les vrais progrès sont apparus depuis ces 20 dernières années. L'armée française a conduit une politique volontariste en matière de féminisation. La France dispose aujourd'hui des forces armées les plus féminisées. 55 000 femmes servent le ministère des Armées, 32 000 sont militaires. Cependant, les conséquences de cette féminisation sur plusieurs décennies se heurtent encore à des incompréhensions et également à des réticences, et tous les esprits ne sont pas forcément encore convaincus. Certains hommes ont encore du mal à comprendre que les femmes, effectivement, elles ont leur carrière, mais comme vous le disiez, elles ont entre guillemets une double vie, parce que souvent, même en 2018, elles gèrent encore une grande partie de ce qui se passe à la maison et de la gestion de la parentalité, en fait, dans son ensemble. Donc, oui, bien sûr, nous avons progressé en ce qui concerne les services de santé. Quand on regarde, pendant la Grande Guerre, on n'a pas de femmes, puis on fait entrer des infirmières, mais elles sont civiles. Quand on regarde le service de santé aujourd'hui,
on a 50% de femmes, que ce soit pour les infirmières ou pour les médecins. Et finalement, sur les théâtres d'opération, il n'y a pas de différence, quoi. Ce sont vraiment les compétences qui comptent et ça ne pose aucun problème. Mais ce qui est vrai pour le service de santé des armées, l'est pas forcément pour d'autres périmètres. Donc oui, on a progressé, heureusement. On a progressé finalement depuis une vingtaine d'années seulement. Parfois à coup de loi et à coup grâce au domaine juridique et bon voilà forcé en forçant en faisant un peu de discrimination positive même si c'est parfois compliqué, enfin voilà, donc on progresse mais pas tant que ça et voilà, on a encore du chemin. Merci beaucoup Chantal Roche, merci beaucoup pour ce témoignage, pour cette analyse. Oui, effectivement, nous constatons les progrès et je suis aussi là pour le constater puisque je suis aussi une civile de la défense et depuis maintenant près de 20 ans, donc je vois aussi les avancements dans ce domaine de notre ministère, mais nous voyons également toutes les difficultés qui demeurent et le chemin qui reste encore à parcourir. Sur les difficultés, nous ne manquerons pas d'y revenir au cours de nos échanges. Mais je crois qu'auparavant, l'expérience de Karima mérite toute notre attention. Karima, vous avez servi en unité combattante, mais aussi dans un hôpital et centre médical des armées. Peut-on dire que vous vous sentez proche de vos aînés, que l'on appelait les anges blancs? Est-ce que vous vous reconnaissez dans leur engagement? Eh bien, je pense que oui, effectivement, même si les anges blancs autrefois, étaient des femmes qui avaient un peu plus de difficultés à être sur le front que nous aujourd'hui. J'étais personnel médical donc dans une compagnie de combat où j'étais aussi chef d'équipe en escouade. Pendant 6 ans en tant que militaire du rang. Et puis ensuite, j'étais dans un hôpital militaire où j'étais dans l'administration, mais j'étais responsable sport. Et donc du coup, j'organisais des événements handisport avec les blessés de guerre et les victimes des attentats. Donc on est plusieurs, on est des centaines de personnes, auxiliaires sanitaires, infirmières et médecins, qui partons, comme le colonel Roche le disait bien, en mission. Le but, c'est d'être efficace. Le but, ce n'est pas de concurrencer nos camarades hommes, c'est en fait d'être à la hauteur, c'est-à-dire porter son sac, porter son FAMAS, mais aussi porter sa trousse de secours. Quand nos camarades, moi j'étais auxiliaire sanitaire, je m'occupais de 120 personnes. Le but c'était d'assurer les aptitudes, c'est-à-dire que la personne elle soit nickel, niveau vaccin, dans toutes ses aptitudes, pour que cette personne-là puisse partir en mission dans les plus bonnes des circonstances. Donc les soigner et puis les accompagner dans tous les fronts. Donc je pense que oui, le métier qu'autrefois avaient nos aînés sont d'actualité et encore mieux parce que le ministère de la Défense fait au mieux pour qu'on se sente à l'aise dans notre métier de personnel médical. Voilà. Merci Karima. Merci Karima. Karima ne vous dit pas que c'est une très grande sportive et que lorsqu'elle est proche des blessés, elle participe avec eux justement aux défis qu'ils veulent parfois relever pour recommencer une vie digne de ce nom. Et c'est très important aujourd'hui d'accompagner médicalement, mais socialement, mais aussi de participer aux efforts, même physiques, de nos blessés. Et vous le faites vraiment avec talent. Merci Karima. Les portraits de femmes dans la Grande Guerre qui nous ont été présentés reflètent tout d'abord des destins d'exception. Aujourd'hui, les armées se sont ouvertes aux femmes. Elles peuvent accéder à tous les grades, à toutes les armes, à toutes les fonctions opérationnelles. Leur engagement est un choix délibéré. Pour autant, la question demeure d'une représentation sociétale du combattant
donc d'une combattante. Commandant Fiona, donc je me tourne vers vous. Ces héroïnes de la Grande Guerre ont été confrontées à la mort. En opération, vous avez vous aussi été confrontées à la mort. Celle de civils, de belligérants, de soldats. Vous m'avez dit, lors d'une réunion que nous avons eue, vous êtes posé la question de donner la mort, mais aussi du sacrifice suprême. Cette relation à la mort a-t-elle évolué selon vous ? Bon, alors tout d'abord, la relation à la mort est quelque chose d'éminemment complexe et de très personnel. Alors je m'excuse déjà des raccourcis que je vais faire en parlant quelques minutes d'un tel sujet. Alors oui, je pense qu'évidemment la relation à la mort elle a profondément évolué puisque la société elle-même a énormément changé. Pendant la Grande Guerre, elle était acceptée, je pense, avec beaucoup plus de stoïcisme par l'ensemble de la société, car elle était beaucoup plus présente déjà dans le quotidien, mais aussi parce que la France attendait sa revanche de 1870. Et donc évidemment, on n'était pas du tout dans le même état d'esprit qu'aujourd'hui le sont les Français quand les soldats sont projetés pour aller combattre. Et donc oui, la relation à la mort, elle est différente. Après, vous dites qu'effectivement, je me suis posé cette question parce qu'en fait, tous les militaires se la posent. On se la pose de façon individuelle, mais on se la pose aussi de façon collective. Et si on ne se la pose pas, on va nous amener à y réfléchir parce que c'est indispensable. C'est indispensable pourquoi ? Déjà, l'article 2 du Code de soldat, il nous dit « Il accomplit sa mission avec la volonté de gagner et de vaincre, et si nécessaire, au péril de sa vie. » Voilà, c'est l'article 2 de notre Code. Donc forcément, on va se dire « Qu'est-ce que ça représente ? On veut gagner, on veut vaincre. » Et éventuellement, on devra le faire au péril de notre vie. Donc oui, on y réfléchit. Après, donner ou recevoir la mort, finalement, sont deux notions qu'on ne peut pas séparer. Parce qu'on va accepter de donner la mort, parce qu'on prend le risque de la recevoir. Donc, on accepte quelque chose qui n'est pas normal et qui serait évidemment, qui est beaucoup plus compliqué à vivre, parce qu'on sait qu'aussi on prend ce risque et qu'on s'expose. Ensuite, être face à ça, finalement, alors on s'y prépare, on ne sait jamais comment on va réagir, et puis tout ça, ça arrive dans le feu de l'action. Donc on est entraîné, on a des actes réflexes qu'on met en place, et assez souvent, la réflexion, elle se fait après. En tout cas, pour ces deux notions-là, c'est sûr que c'est des choses auxquelles on pense vraiment a posteriori. Moi, à titre personnel, la peur que j'ai vraiment ressentie et qui a finalement été la plus forte, en fait, il y en a deux. La première, c'est la peur de perdre ses camarades, qui est extrêmement forte. Et la seconde, peut-être encore plus forte, et là c'est celle d'un chef, c'est celle de perdre ses hommes. Évidemment, on est responsable de la vie de nos hommes parce que c'est nous qui leur donnons les ordres qui potentiellement vont leur faire prendre des risques assez considérables. Alors évidemment, moi celle que j'ai ressentie le plus, c'est celle-là. Et c'est celle-là parce qu'en plus on en est témoin. Alors évidemment, on la vit peut-être de façon beaucoup plus forte que celle de la donnée qui finalement on le fera pour se protéger mais aussi pour protéger les autres. Parce que quand on est engagé, on n'assure pas vraiment sa propre protection. On travaille tous ensemble et finalement, quand on combat, on assure la protection de ses camarades et pas juste la sienne. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très important et que moi, ce que j'ai vraiment ressenti le plus, c'était celle-là. Et la dernière chose que je tenais à dire là-dessus, c'est que quand on parle de la mort, je pense qu'il est très important de parler du sens. Parce qu'évidemment, on accepte ce risque-là parce qu'il y a du sens, en tout cas qu'on donne du sens à ce qu'on fait. Si ce n'était pas le cas, je pense que ce serait très compliqué d'avoir cette relation et en tout cas de l'avoir assimilée. C'est quelque chose qu'on assimile finalement après, on n'y pense pas tous les jours et bien heureusement. Et donc la question du sens est fondamentale, il faut donner du sens à notre action. Je pense que c'est peut-être encore plus compliqué aujourd'hui parce qu'on entend régulièrement, est-ce que sa mort valait le coup? Est-ce que cet engagement était vraiment important? Pourquoi nos soldats sont morts là-bas? Ça, on l'entend régulièrement. Alors évidemment, nous aussi, on se pose ces questions. Pourquoi est-ce qu'on est projeté? Parce que c'est logique qu'on se les pose ces questions-là. Mais il faut aussi qu'on arrive à s'en détacher. Et donc, on donne du sens autrement. Et là, en fait, je fais le lien avec ce que j'ai entendu. Je crois que c'est Madame Antier qui citait une espionne belge qui disait « Si je meurs, ce sera comme le soldat, la pensée au drapeau ». Et bien moi, mon référentiel, c'est mon parrain de promotion, le lieutenant Brimbrook, qui est mort en Indochine, et qui lui disait, et moi je me suis toujours accrochée à ça, « France n'est pas un vain mot, ce qui donne un sens à la vie, donne un sens à la mort. » Donc évidemment, si on sert son pays, peu importe les circonstances dans lesquelles on trouvera la mort, cette mort, elle aura du sens. Donc voilà, je pense que c'est très important de relier toute cette réflexion à la mort sur le sens qu'on donne à notre engagement et pourquoi on accepte de prendre ces risques. Et évidemment, c'est quand même pas un sujet qui nous obsède tous les jours, sinon on ne vivrait plus. Mais voilà, c'est important d'y réfléchir, c'est important de l'accepter et c'est important de donner du sens à tout ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Fiona. Voilà ce que c'est qu'une militaire aujourd'hui. Donc pourquoi je vous ai posé cette question, c'est parce que dans les années 90, on parlait de guerre sans mort, de guerre zéro mort, de guerre propre. Et heureusement maintenant on n'en parle plus, on parlait même de frappe chirurgicale, comme si on voulait ne pas dire des mots, oublier que la guerre c'est quelque chose de dur, quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc c'était important aussi d'avoir votre conception de ce sujet extrêmement grave. Dans vos réflexions, donc merci pour toutes ces réflexions qui nous rappellent aussi les fondamentaux de tout engagement opérationnel. Je note surtout qu'à aucun moment vous ne faites une quelconque différence entre un militaire ou une militaire confronté à la mort au combat, et surtout en tant que chef militaire, votre véritable inquiétude, et vous nous l'avez encore démontré, on en avait déjà parlé, j'avais été très frappée par vos propos, votre véritable peur est celle de vos hommes, de vos femmes, de vos subordonnés. Vous les portez, vous avez conscience de ce que ça veut dire être chef. Et maintenant, je vais, après vos propos extrêmement encourageants, maintenant, une dernière réaction d'une femme militaire qui est à mes côtés. Donc, aux présentations historiques, je demande au capitaine Marion. Donc, ce colloque tend, malgré tout, à démontrer une certaine invisibilité des femmes pendant la Grande Guerre. Est-ce que encore est-ce que c'est toujours, à votre avis, le cas dans nos armées? Est-ce que vous vous sentez invisible? Est-ce qu'on vous remarque? Est-ce que c'est important pour vous? La guerre ne relèverait-elle pas de vision sociétale avant tout masculine? Bon, moi, si on me voit pas, on m'entend en général avec mon avion. Mais donc, merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente, merci à Madame la Présidente de la délégation droits des femmes de nous recevoir et de nous permettre de nous exprimer aujourd'hui. Alors pour moi cette invisibilité elle est double, elle s'inscrit dans un contexte historique, on l'a vu au travers des témoignages qui ont été apportés précédemment, et elle s'inscrit aussi quotidiennement. Sur cette continuité historique, quand les femmes sont enfin reconnues à leur juste valeur, on a une petite tendance à l'oublier, on l'a vu avec la combattante serbe. Mais alors moi, ça fait 8 heures que vous êtes assis là à nous écouter, donc on va renverser un petit peu les choses. Est-ce que vous connaissez la première femme pilote de chasse? Caroline Aigle. Mais bien sûr que non. La première femme pilote de chasse, brevetée pilote de chasse, c'était bien avant, en 1946, Elisabeth Boselli. Et on a évoqué tout à l'heure Marie Marvin, qui n'a pas été brevetée pilote de chasse puisqu'elle avait eu un brevet accordé par l'Aéroclub de France à l'époque, puisque ça devait être peut-être avant que l'armée de l'air existe, qui avait été donc brevetée civile, mais qui a participé pendant la Première Guerre mondiale au premier bombardement et qui a été décorée à cette occasion. Donc, vous voyez, tout le monde... Et je pensais que vous alliez me dire que finalement c'était pas si facile de répondre à la question, mais non, vous avez sauté dans le piège. Donc Caroline Aigle n'est pas la première femme pilote de chasse, elle a été la première finalement à amorcer une inscription de l'engagement des femmes dans la durée. Donc finalement l'opinion publique, quand elle reconnaît les femmes, elle considère que c'est un petit accident de l'histoire et elle passe à autre chose. De manière plus quotidienne, cette invisibilité, elle est encore bien présente et elle est à mon sens un peu ce qui contribue notamment au plafond de verre. Alors, la littérature est pleine en psychologie sociale, mais en management aussi. Vous pouvez à ce titre lire la Harvard Business Review de juillet-août, si vous voulez, qui relate une étude qui montre que finalement, une femme qui va prendre la parole dans le débat public va avoir moins d'impact qu'un homme. Donc, pour moi, actuellement, les critères d'appréciation de la compétence et de la qualité des interactions dans des contextes professionnels et même privés se fait sur des critères masculins. C'est-à-dire que si quelque part vous n'abordez pas la relation avec un minimum d'assurance, d'agressivité ou une manière de vous imposer, par exemple en prenant la parole eh bien vous n'allez pas être crédible.
Donc ça, on a pour moi, il y a des différences genrées là-dessus. D'ailleurs, ça m'a fait tilt quand j'ai entendu votre intervention sur les correspondances et vous disiez les hommes ne parlent pas de la peur. Et effectivement, nous, on va plus parler de la peur. Sauf que pour eux, c'est vécu comme une faiblesse. Donc ils le font vraiment, mes collègues en tout cas, le font vraiment quand ils sont dans un contexte très intimiste où on va pas forcément... où ils sont, ce qui n'est pas public, où personne ne va les juger, et peut-être même parfois plus quand ils le font peut-être plus facilement avec une femme, qui aura moins tendance à les juger, mais ça j'y reviendrai sur ma deuxième intervention. Du coup, cette façon de juger les gens, à mon avis, explique pourquoi on a tant de difficultés à nommer des femmes à des postes de commandement et à des postes de direction. Parce qu'on les étudie avec des critères masculins. Donc plus on aura de femmes à des postes de direction et de commandement, plus on étudiera différemment et avec une plus grande ouverture d'esprit, à mon avis, les candidatures individuelles. Donc, en fait, je ne pense pas que ça touche spécifiquement l'armée. Pour répondre à votre question, c'est d'ailleurs que c'est un phénomène de société. Et d'ailleurs, moi maintenant en tant que citoyenne, c'est vrai que j'attends de mes élus, de mes représentants, des diverses associations, qu'une visibilité soit une visibilité des femmes, soit donnée aux femmes, notamment par des noms de rues, des noms de salles, en développant peut-être les programmes scolaires, en parlant des héroïnes, enfin ce genre d'action. Merci. Donc je comprends qu'à travers vos propos, Marion, cette invisibilité des femmes persiste et elle demeure, si j'ai bien compris, sociétale, mais la société évolue bien heureusement et des perspectives nouvelles se dessinent bien heureusement également. Voilà qui conclut les réactions de nos femmes militaires d'aujourd'hui aux évocations historiques des femmes au front pendant la guerre 14-18. Claude Weber a mis en évidence des spécificités de la sociologie des femmes militaires. Il me semble maintenant intéressant d'inviter nos intervenantes à témoigner de leur vécu et à nous livrer leurs réflexions. Je reviens vers vous, Chantal Roche. Vous avez exercé durant 20 ans la médecine des forces dans les unités de l'armée de terre et vous avez reçu les doléances des femmes et vous êtes vous-même épouse de militaires et mère de famille. Quelles sont, à votre avis, les difficultés qui pèsent sur une projection en OPEX pour une femme en particulier, pour allier à la fois vie privée et vie professionnelle ? Ah bah oui, les questions sont un peu... Alors à mon sens, difficile. en fait, il faut regarder cette question sous deux angles. C'est-à-dire qu'il y a la première chose, c'est que sur le plan du métier, sur le côté militaire ou le côté technique, par exemple, si je prends un exemple de médecin, sur le plan médical, sur le plan des compétences médicales, et également donc sur le plan des compétences militaires, je pense qu'il n'y a pas de problématique à être ou une femme ou un homme. Ce n'est pas un problème de genre. Les femmes, comme les hommes, reçoivent une formation initiale, puis des formations continues qui leur permettent de réagir au mieux lors de situations, lorsqu'ils sont confrontés à des situations de terrain. Lorsqu'on part en opération, systématiquement, tout militaire bénéficie d'une préparation opérationnelle. Donc, ces préparations opérationnelles sont dispensées systématiquement avant les projections. Et là encore, elles permettent de connaître en fait des modes opératoires qui vont nous permettre de réagir à ces situations de terrain. Et ces modes opératoires sont connus, ils sont répétés. Ils sont les garants des actions lorsqu'on va être projeté en opération extérieure. Par ailleurs, être projeté en OPEX correspond au sens de l'engagement. Là encore, je pense, et lorsque j'échange avec mes jeunes collègues qui sont ici, on n'est pas du tout de la même génération, pour autant, on s'est engagé parce qu'on partage les mêmes valeurs. Et la projection est plutôt un facteur de motivation qui correspond au sens de cet engagement. Les femmes veulent être considérées pour leurs compétences. L'engagement jusqu'au sacrifice suprême, et on l'a entendu tout à l'heure, c'est le même pour les femmes ou pour les hommes. Il n'y a pas de différence, enfin à mon sens.
Mais incontestablement, physiologiquement, les jeunes femmes qui intègrent les armées sont aussi potentiellement des mamans en devenir. Et la maternité, mais je préfère parler en fait de la gestion de la période post-maternité, c'est-à-dire en fait la parentalité, interroge forcément la gestion des parcours et la disponibilité des jeunes femmes. Et pour partir en opération extérieure, tant qu'on n'a pas d'enfants, finalement, effectivement, il n'y a pas de différence. À partir du moment où une femme va être enceinte, la question ne se pose pas puisque la grossesse est une inaptitude à la projection. Mais ce qui va effectivement interroger sur la disponibilité, qui va créer une pression supplémentaire sur les épaules des femmes, c'est quand on a fondé une famille et puis qu'on est mère de famille. Moi, je suis partie avant d'avoir les enfants. Je suis aussi partie en tant que maman. C'est pas la même chose. On laisse quand même une partie de sa tête, à la maison. Donc voilà, c'est cette partie-là qui est difficile et qui est difficile à gérer. Après, à mon sens, c'est pas non plus uniquement à l'institution de nous aider à la gérer. Maintenant, c'est quand même aussi à l'institution de nous aider à gérer. Enfin, vous voyez, c'est nuancé. C'est-à-dire que on ne peut pas reprocher aux armées de dire moi je suis maman et c'est compliqué, vous ne m'aidez pas. De toute façon, même avec la meilleure aide du monde, quand on part en opération, la plupart du temps, c'est pour plusieurs mois. On ne rentre pas chez soi le soir ni le week-end. Donc de toute façon, les enfants, on va les laisser. Puis aussi, on laisse un papa qui va devoir gérer ce que souvent on va gérer nous un peu plus dans le quotidien. Donc en fait, tout ça, c'est plutôt une affaire d'une organisation singulière à la maison. Alors, on n'a pas de recette. Je pense qu'il faut déjà bien choisir le conjoint. Ça, c'est une bonne chose. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, il y a malheureusement dans ma génération, moi j'ai intégré en fait l'école du service de santé des armées de Bordeaux en 1982, donc j'ai fini mes études de médecine en 90 et à partir de 90, je suis arrivée dans les régiments de l'armée de terre et j'ai vu des femmes de ma génération, des jeunes officiers des armes, qui, ou pour faire carrière, faisaient le choix de ne pas avoir de vie personnelle et de ne pas être maman. Donc j'en connais qui l'ont fait. Et puis d'autres, dès qu'elles étaient mamans, elles arrêtaient tout. Et voilà. Et donc, ce qui me fait plaisir et me donne de l'espoir, c'est que je vois arriver de nouvelles générations où effectivement, elles appréhendent les situations différemment. Peut-être parce qu'aussi on est quand même plus nombreuses et que ça devient entre guillemets un petit peu plus facile. Et puis aussi parce que l'institution s'est interrogée sur l'organisation du travail, comment aider et en particulier maintenant, là, en 2018, avec notre ministre Florence Parly. C'est vrai qu'il y a de gros travaux là dans l'ombre aujourd'hui, mais qui vont bientôt être annoncés. Et effectivement, ce qu'il faut, c'est trouver en fait de nouvelles organisations du travail, en tout cas voir comment on peut aider les femmes, mais aussi les hommes. Et puis on a beaucoup de couples de militaires. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver des solutions ensemble pour éviter cette pression supplémentaire qui est mise quand même sur les épaules des femmes. Alors après, comme on est aussi dans le témoignage, moi ce qui m'a pesé le plus finalement, c'est plus la pression sociale, enfin je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, mais vous voyez, c'est vous revenez d'opération, vous allez chercher votre fils à l'école et on dit mais c'est elle qui est partie plusieurs mois. Enfin vous voyez, donc vous êtes jugé aussi. Alors ça aussi, je pense que les choses évoluent, mais on est jugé par l'ensemble du village, de la ville où on habite. On est jugé aussi par certaines épouses de militaires, en particulier d'officiers qui ne travaillent pas et qui disent oui, alors elle est partie et elle est partie avec les époux. Et non mais ça vous fait rire, mais si vous voulez, c'est une véritable pression. En fait, il faut pouvoir le vivre bien, c'est de se dire est-ce que finalement je suis une femme normale ou est-ce que je suis une mauvaise mère, une mauvaise épouse, etc. Donc ça interroge quand même un certain nombre de questions intimes et personnelles. Et bon, c'est pas forcément aussi évident que ça à vivre. Mais je pense que les choses évoluent. Alors la conciliation vie privée, vie professionnelle, c'est vraiment un sujet qui intéresse autant les hommes que les femmes, qui apparaît comme un axe majeur d'effort de progression nécessaire. Et je pense que là, enfin, aujourd'hui, on va avancer sur ces questions
question. Encore faut-il trouver des idées nouvelles et les mettre en œuvre. Les questions de maternité et de parentalité, dont la garde des enfants de moins de 3 ans, ont pris une importance grandissante, tant par l'augmentation dans les 10 dernières années du nombre de femmes au sein de ce ministère, que par l'accroissement du nombre de conjoints exerçant une activité professionnelle. Parce que finalement, les problématiques se posent, il faut le dire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Weber, c'est quand même plus sur les postes à responsabilité et demain à haute ou très haute responsabilité pour les femmes. Et donc, pour avoir un parcours cohérent avec celui des hommes, c'est pas toujours simple. Et d'ailleurs, dans la tranche 30-39 ans, où la cellule familiale connaît des évolutions majeures, parce que c'est là où finalement on a un conjoint, on se marie, ou en tout cas on vit en couple, et on devient parent. Et c'est là aussi que les femmes réussissent a priori, doivent réussir en fait toutes les conditions pour accéder à des qualifications et des formations supérieures. C'est à ce moment-là qu'elles seront le plus sollicitées entre 30 et 39 ans, également par les départs en opération extérieure. La suggestion aujourd'hui est très importante. Et puis c'est là aussi qu'on a tous les concours à passer pour demain, si vous êtes jeune capitaine, eh bien, le concours de l'école de guerre comme Fiona, et puis ensuite d'autres concours pour, dans 30 ans, être peut-être général, parce que c'est comme ça. Alors c'est aussi au moment où elles ont le plus souvent de tâches ménagères, même en 2018, et donc une charge mentale importante avec le foyer. Nous constatons d'ailleurs une très forte évaporation des femmes, des militaires féminins entre 30 et 40 ans, et y compris parmi des officiers, d'ailleurs particulièrement parmi les officiers, plus que parmi les sous-officiers, parmi les officiers qui ont réussi l'entrée et la scolarité dans les écoles d'officiers et de façon très brillante. Donc il y a de vraies questions à se poser. Pourquoi elles partent alors qu'elles étaient dans les premières des promotions? Donc au final, pour répondre à la question, je ne pense pas que les OPEX soient un problème pour les femmes plus que pour les hommes, sur un plan technique, sur un plan militaire. Mais c'est un poids certain au niveau organisationnel, dès lors qu'il y a une famille à gérer. Merci beaucoup. Merci Chantal Roche de nous avoir fait partager ainsi votre vécu, vos réflexions sur la conciliation vie privée, vie professionnelle. Il reste effectivement encore un grand chemin à parcourir dans les armées, mais comme dans la société civile d'ailleurs. Commandant Fiona, je reviens vers vous. Nombreuses sont les femmes militaires à souhaiter être considérées à l'égal des hommes et à refuser d'être protégées, a fortiori en opération extérieure, sous prétexte d'être des femmes. Avez-vous été confronté à ces situations, notamment dans l'exercice de vos commandements ? Alors, malheureusement et heureusement, oui. Pourquoi? Je vais prendre un cas très concret. Projeté en République centrafricaine, j'arrive sur le théâtre, donc j'étais projetée 2 fois. La première fois quand j'arrive, c'était une entrée de théâtre, et donc évidemment on était logé sous tente, il n'y avait pas de sanitaire, il y avait peu d'eau, des conditions d'entrée de théâtre. Et là, très gentiment, mon chef vient me voir et me dit écoutez, capitaine, évidemment vous ne serez pas logé avec votre détachement. Ah bon, évidemment. Ben oui, vous n'allez pas dormir, vous êtes entre 8 et 10 sous tente, il n'y a pas de climatisation, etc. On va vous trouver un coin où vous pourrez vous isoler. Alors, je dis, en fait, non, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors, évidemment, il y avait un côté très bienveillant avec ça, donc je ne l'ai pas mal pris. Et puis, en discutant assez rapidement, on a déminé le sujet. En revanche, pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'il y a autre chose maintenant qui vient se greffer là-dessus, c'est qu'il y a la peur de possibles problèmes liés à la mixité qui prennent tout de suite une ampleur médiatique très forte. On a dit qu'aujourd'hui, ce que fait une femme, ça se répercute sur l'ensemble des femmes dans l'institution. Et bien, quand il y a un problème dans l'institution qui est un problème particulier, d'un cas très particulier, ben, finalement, on a l'impression que c'est un problème qui est généralisé dans l'institution militaire, alors que ça n'est pas le cas. Donc évidemment, aujourd'hui, on a des chefs qui cherchent à se prémunir de ça, et qui donc, pour se prémunir de ça, vont faire preuve d'une prudence excessive, et donc vont limiter le risque en séparant hommes et femmes.
Alors, finalement, revenu à la raison, évidemment, j'ai pu rester avec mon détachement. Ça n'a posé absolument aucun problème, puisque si on n'a pas les mêmes capacités physiques, je pense qu'au niveau de la rusticité, les différences ne sont pas flagrantes, loin de là. Donc, évidemment, il n'y a pas de climatisation. Je ne savais pas qu'on résistait mieux à la chaleur. Je l'ai plutôt bien vécu, donc oui, d'accord, effectivement. Mais ça n'a pas posé de problème. Et d'ailleurs, la promiscuité n'a posé aucun problème ni à moi ni aux hommes que je commandais, parce que très sincèrement, on a bien d'autres choses à penser qu'à la promiscuité quand on est en opération. Il y a plein d'autres choses qui vont nous occuper l'esprit, et très sincèrement, c'était absolument pas un sujet. Donc c'est pour ça que c'est très embêtant quand ça arrive sur la table, et c'est embêtant de devoir expliquer pourquoi un chef doit rester avec son détachement, ou pourquoi on ne peut pas couper une partie d'une compagnie du reste. Pour moi, les deux risques majeurs avec ce type de réaction, c'est qu'on va remettre en cause les facteurs qui font notre force en opération et qui font la force de manière générale de l'institution, que sont la cohésion et que sont la force du commandement. La cohésion, pourquoi? Si dans une unité, il y a quelques filles, si on les met de côté, nécessairement, si finalement elles étaient bien intégrées, si dans la vie quotidienne elles sont mises de côté pour limiter cette promiscuité, elles vont naturellement être mises de côté. Ce ne sera pas le fait des hommes, en fait. Ce sera le fait des directives qu'on aura reçues pour éviter ces risques-là. Donc, on va se retrouver avec des filles exclues et qui, finalement, ne font pas partie. On va perdre en cohésion dans une compagnie. Donc, c'est une première aberration. La deuxième aberration, c'est pour le commandement. Un homme qui commande, s'il a des femmes sous ses ordres et qu'il a tout le monde à proximité et que, finalement, les quelques filles de son détachement sont loin, il ne les commandera pas de la même façon. De la même façon, moi, si j'avais été loin de mon détachement, je n'aurais absolument pas pu les commander. On a eu des incidents, particulièrement la nuit. Si j'avais été loin, ça aurait été quand même extrêmement compliqué pour moi de revenir dans la zone vie pour donner mes ordres. Donc là, j'étais sur place. La situation, je la voyais, je la vivais avec eux. Donc les choses étaient très, très claires et très simples. Elles se déroulaient de façon tout à fait simple. Donc pour la facilité du commandement, c'est extrêmement important qu'il n'y ait pas cette envie de nous protéger et de nous mettre à part. Et puis finalement, il y a eu quand même un petit coup du sort qui m'a pas fait rigoler sur le moment, mais après coup un petit peu quand même. J'ai eu la malchance de voir l'intégralité des tentes de ma zone vie brûler, une nuit, ça arrive. Et donc finalement, je me suis retrouvée pas à 10 sous une tente, mais à 70. Donc la promiscuité qu'on avait cherché à écarter dès le début, elle est revenue, puis elle est revenue très forte. Donc sans que ça pose toujours pas de problème. Donc en fait, tant mieux. Mais voilà, c'est important vraiment qu'on n'ait pas peur de cette promiscuité. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est quand même presque insultant vis-à-vis des hommes, parce qu'on se dit, ça veut dire qu'on pense qu'ils ne vont pas savoir se tenir. Je trouve ça quand même un peu désobligeant. Et puis également vis-à-vis des femmes, parce qu'on est en train de nous dire à nous aussi qu'on ne saura pas avoir un comportement décent. Et ça me dérange aussi un petit peu. Donc voilà, je pense que c'est très important de ne pas arriver à cette espèce de monde aseptisé qui, très sincèrement, est dangereux, en tout cas, pour l'efficacité et la recherche de finalités opérationnelles des armées. Voilà. Merci Fiona de nous faire partager votre expérience extrêmement riche. Je remarque que le regard que vous portez est très nuancé et je retiens que vous êtes parvenu à imposer votre choix parce que celui-ci était avant tout dicté par l'intérêt opérationnel dont la cohésion est un facteur essentiel. Capitaine Marion, vous êtes pilote de chasse et à ce titre, vous pouvez être regardé comme un modèle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comment réagissez-vous à cette étiquette de femme exceptionnelle qui donne à penser qu'il faut être exceptionnel pour faire ce métier? Vous sentez-vous exceptionnel? Non, ça m'énerve. Bon, je vais développer. Ça m'énerve pour deux raisons. D'abord, vis-à-vis de mes collègues masculins. Alors, si moi, parce que je suis pilote de chasse comme eux, mais si je suis exceptionnelle et pas eux, c'est quand même pas très sympa. Moi, j'aime bien travailler avec eux d'ailleurs. Et donc, c'est un peu ce que disait Fiona tout à l'heure quand elle disait c'est assez désobligeant de penser que de leur coller l'étiquette, de ne pas être capable de bien se comporter. Là, je ne vois pas pourquoi on ferait une différence et pourquoi moi, je mériterais mieux qu'eux. Et d'ailleurs, on a passé pas mal de temps à évoquer des problèmes, mais ce que je tenais à dire aussi, c'est que j'ai fait quasiment toute ma scolarité dans des écoles de filles, ce qui est rare à notre époque, et je suis arrivée ensuite dans un milieu très masculin, et moi j'adore travailler avec les garçons. Parce que je les trouve très pragmatiques et très drôles. Et donc, ça donne une ambiance de travail très intéressante. Donc déjà, ça me gêne pour eux. Et alors, ça me gêne aussi pour les autres femmes. Parce que alors, finalement,
une femme, donc sous-entendu ordinaire, qui aura un métier dit de femme, qui généralement est socialement moins valorisée, donc elle aurait moins de valeur que moi juste parce qu'on ne fait pas le même métier. Alors ça m'interroge, ouais, et ça m'agace parce que finalement quand j'ai beaucoup de copines du coup, pas au travail mais ailleurs, et donc mais quand je discute avec mes copines chirurgiennes, comptables, institutrices, caissières, et ben en fait on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes concernant nos enfants, nos maris, nos gestions de carrière pour celles qui ont des carrières un peu exigeantes. Et donc du coup je ne vois pas trop ma différence par rapport aux autres femmes. Alors, en fait, il faut quand même remettre les choses à leur place. On a tendance à juger assez rapidement. Pilote de chasse, c'est quoi? C'est avoir quelques aptitudes cognitives, peut-être un petit peu au-dessus de la moyenne, qui permettent de piloter un environnement complexe, très dynamique, complexe. Sauf que ça concerne quand même qu'un nombre très restreint de la palette des compétences humaines. Parce qu'on peut aussi avoir des compétences affectives, sociales, émotionnelles et donc cognitives. Et donc, moi je trouve que cette façon de raccourcir, ça questionne assez notre façon de vivre ensemble. Et la façon que nous avons de classer les gens, de les juger et d'évaluer et d'attribuer des étiquettes à ces jugements, positive ou négative. Et selon moi, c'est un problème de société qui est plus global et qui engendre une multitude de problèmes. Je vais aller de la dévalorisation de l'apprentissage au discours clivant qu'on lit dans les médias, à la stigmatisation de certaines catégories de personnes. Donc la société française a une façon très critique et très directe d'exprimer les critiques qui, à mon sens, n'est pas assez bienveillante d'une manière générale. Et cette façon très abrupte de qualifier mon métier, elle traduit ça. Alors, pour revenir quand même à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens, hommes et femmes, comprennent qu'en fait, la plupart de nos compétences ne dépendent pas du genre. À l'état actuel, des connaissances scientifiques partagées, même s'il commence à y avoir avec le développement des neurosciences, notamment, des éléments qui essaieraient d'étudier un peu le genre, mais bon, je pense qu'il vous faudra un autre colloque pour ça. Et donc, actuellement, une femme qui veut être pilote de chasse a autant de chances en termes de compétences, évidemment, pas en termes de ce que va lui renvoyer la société, mais en termes de compétences qu'un homme. Donc, si elle s'en donne les moyens, elle a les ressources nécessaires pour arriver à son objectif. Alors, il y a certaines sociétés qui ont mis en place ces dynamiques. Quand vous voyez le nombre de candidates aux élections législatives de mi-mandat aux États-Unis, cette année, elle a explosé. C'est-à-dire que les femmes américaines, sans incitation extérieure, maintenant ont pris conscience qu'en fait, ce qu'on leur a souvent présenté comme étant exceptionnel, finalement, ça pouvait être la norme si elles s'en donnaient les moyens. Merci. Merci beaucoup, capitaine Marion. Vous avez remarqué que je pose des questions un peu provocatrices, mais je le fais exprès. C'est pour justement pour que vous répondiez, que vous montriez ce que vous avez en vous et cette force de conviction que vous nous avez fait partager. Je vais me retourner vers le sergent Karima. Là, je vais être bienveillante parce que je vais arrêter d'être provocatrice. Vous êtes un bel exemple d'enthousiasme. Enfin, je l'ai tellement remarqué lors de notre dernier entretien, d'optimisme, de combativité. Et je pense pouvoir dire, sans froisser votre humilité, que vous forcez notre admiration, chère Karima. Merci très sincèrement de votre témoignage. Vous nous donnez confiance dans l'avenir. Il nous faut donc conserver un peu de temps pour vous écouter. Donc, je vous demande maintenant de vous exprimer également et de nous donner votre avis et de nous dire comment vous vous sentez actuellement dans votre fonction actuelle, dans la situation d'ailleurs que vous êtes aujourd'hui, en attendant votre bébé. Pouvez-vous nous donner votre réaction? D'accord. C'est simplement pour ne pas vous provoquer, pour terminer. Ah non, du tout. Une bonne formule. Non, bien sûr. En toute sincérité, aujourd'hui, j'arrive à 11 ans de service. 11 ans de service où j'ai commencé militaire du rang, sous-officier. J'ai rencontré des gens qui ont cru en moi et c'est pour cela que j'aimerais même faire carrière.
Je suis une femme, et je vous le dis en toute sincérité, je suis une femme épanouie. Épanouie professionnellement comme dans mon côté intime. Donc je me suis mariée au mois de janvier. Au mois de mars, je tombe enceinte. Et tout se passe bien parce que mon côté professionnel me donne tous les jours envie de travailler. Travailler parce que j'arrive à 7 mois de grossesse. Et j'ai le droit aujourd'hui, voilà, d'avoir des horaires aménagés et j'ai pas envie de les avoir. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un droit, mais pourquoi profiter du droit quand on n'en a pas besoin? Donc moi aujourd'hui j'en ai pas besoin parce que je travaille déjà avec passion. Donc je suis responsable finance d'une entité spécifique et je travaille avec des gens où je suis la seule femme, avec des hommes qui me donnent envie tous les jours. Donc ma place en tant que femme au sein de l'armée, je la vis très 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 bien. Maintenant, c'est de se leurrer de dire que oui, tout au long de de mes 11 ans de service, j'ai pu connaître que des choses bien. Non, j'ai aussi connu des gens qui ont essayé, il y a aussi des mafieux comme on voit aussi dans le civil. Hein. Mais aujourd'hui, avec du recul, l'armée, c'est aussi une égalité. L'égalité où nous sommes payés de la même façon que les hommes. Il n'y a pas de différence dans ça. Et ça, c'est important à le souligner. On est en 2018, on n'est plus en 14-18, où la femme a l'opportunité d'avoir accès à des fonctions spécifiques. Mais c'est pas parce que on arrive dans un moment une période de notre vie où la femme a accès à ce genre de métier assez spécifique qu'il faut forcer ces femmes-là. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix d'arrêter d'être en régiment de combat, où j'avais mon équipe, etc. J'étais vraiment très très contente. J'ai fait le choix d'être une femme mariée, une femme qui veut fonder une famille, etc. Et je pense réellement qu'aujourd'hui dans notre société, il ne faut pas forcer la femme, parce que c'est une femme, à avoir des métiers spécifiques où elle ne peut peut-être pas, par rapport à un manque d'expérience, être à la hauteur. Voilà, je pense que c'est assez important. Mais par contre, si cette femme a l'expérience, les compétences et l'intelligence, bien, il faut encourager, il faut se battre pour que ces femmes-là aillent dans ce genre de poste. Donc, moi, je suis ravie de mon engagement. J'incite les femmes fortes, les femmes courageuses, les femmes qui veulent s'engager pour notre pays, parce que l'engagement au sein de l'armée, c'est pas n'importe quoi. Il faut réfléchir, comme disaient mes camarades. Faut savoir que on peut mourir, mais on peut tuer aussi quand on est au front. Mais il faut assumer, parce qu'aujourd'hui, on vit dans l'insécurité. Le monde on est dans un monde d'insécurité avec le terrorisme, etc. Donc oui, il faut des femmes et des hommes courageux pour nous défendre, parce qu'on peut mourir du jour au lendemain, mais faut vivre le jour au jour et il faut être ravi de ce qu'on fait de notre métier. Donc moi, je suis passionnée de ce que je fais et je suis fière de servir notre pays. Merci beaucoup, Karima. Merci, Karima. Avant de laisser la salle, d'engager un débat avec la salle, de vous laisser poser des questions, je vais simplement laisser Chantal Roche conclure cette table ronde. Vous présidez, Chantal Roche, vous nous l'avez dit, l'association avec les femmes de la défense. Pour conclure nos échanges, quelle est votre perception de l'engagement des femmes aujourd'hui dans nos armées ? Alors avant de vous donner ma perception, je voulais simplement réagir. Vous nous aviez demandé de réagir sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Et je voulais dire combien je suis touchée lorsqu'on parle de toutes ces pionnières et qu'on voit et qu'on peut appréhender en fait toutes ces ressources, leur audace, le dévouement, le courage, leur force physique et morale, et leur force physique d'ailleurs, j'insiste, ça m'a frappée, parce que ce sont encore des questions qui sont d'actualité aujourd'hui, puisqu'il y a des tensions, entre autres, au sein du ministère des Armées sur la force physique des femmes et le fait qu'effectivement, comme elles sont moins fortes, elles ne peuvent pas combattre de la même façon. Je suis évidemment touchée sur
le sujet des violences faites aux femmes à travers les guerres. Personnellement, ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu en ex-Yougoslavie quelques jours après les massacres de Srebrenica, où j'ai eu la chance et la malchance, je dirais, parce que ça m'a beaucoup touchée, de me déplacer avec la présidente du UNHCR sur le camp de femmes, ces femmes qui avaient perdu leur fils, leur mari, et puis qui en plus avaient subi des viols. C'est quelque chose qui m'a marqué à tout jamais. Et ce qui m'inquiète finalement aujourd'hui, c'est au souvenir de toutes ces exactions infligées en 14-18, ces humiliations, ces violences faites aux femmes et aux civils, et également les questions dont on a parlé ce matin à propos de la légalisation de l'avortement, de la contraception. Toutes ces questions sont finalement encore aujourd'hui complètement d'actualité. Et quand on est militaire, une femme militaire est projetée en opération extérieure, on voit ce qu'est la guerre et on est encore confronté finalement à tout ce dont on a parlé ce matin. Alors pas toujours, pas sur tous les théâtres et pas systématiquement, mais entre autres pour le service de santé des armées où on a quand même bien des femmes médecins et infirmières qui vont au contact des populations. Voilà, la guerre c'est ça et c'est encore ça en 2018. Donc oui, je voulais dire qu'effectivement tout ce que j'ai pu entendre, ça m'a touchée. Voilà. Pour conclure. Aujourd'hui, la féminisation des armées, elle semble évidente et elle est globalement actée. Si les armées veulent rester attractives pour recruter les bonnes compétences et rester performantes, elles ne peuvent plus se priver des femmes qui constituent d'ailleurs aujourd'hui dans les écoles, dans les universités, il me semble qu'on a un peu plus de un peu moins, on va dire, de 60% de jeunes femmes qui obtiennent un bac plus 5 et plus parmi tous les bac plus 5 et plus. Donc pour rester attractif et vivre au diapason de la société, c'est pas moi qui le dis, c'est notre ministre, le ministère doit intégrer des femmes et selon le principe républicain qui est l'égalité à tous les niveaux. Et c'est là où on a encore beaucoup d'efforts à faire, c'est à tous les niveaux, mais notamment vers le haut. Les tensions RH, le recrutement, la fidélisation de nos militaires posent des questions aujourd'hui au ministère des Armées. Et le ministère ne pourra pas se priver de la ressource que constituent les femmes. Alors j'espère qu'on ne va pas les intégrer une fois de plus comme variable d'ajustement, mais si c'est une façon de les intégrer, ma foi, on prend. Et je pourrais dire que dans ce contexte, les femmes, de toute façon, vont prendre de plus en plus de place. Alors au-delà des chiffres qui progressent trop lentement et trop souvent par impulsion législative, politique, on est en plein dedans aujourd'hui, ou juridique, la féminisation du ministère, et en particulier des armées, sur plusieurs décennies, rencontre encore des réticences, parce qu'on est effectivement situé dans un ministère fortement stéréotypé sur la force physique, la virilité, l'action de donner la mort, etc., dont on a déjà parlé. La ministre des Armées nous a dit le 18 septembre 2018, lors de notre Assemblée générale, « Je veux que le féminin de général ne soit plus femme de général. » Et je souhaite que chacun ait sa chance et puisse donner l'exemple. Je souhaite également 10% d'officiers généraux féminins d'ici à 2022. Donc les temps ont changé et il nous faut avoir une vision positive de ce qui se passe aujourd'hui. Nous pouvons montrer aux jeunes filles aujourd'hui qu'il est possible d'intégrer, de faire carrière dans les armées et d'accéder au plus haut niveau. Plus elles seront nombreuses, plus les tensions qui peuvent encore exister vont s'apaiser. Et je suis certaine aujourd'hui qu'elles ne retourneront pas dans leur foyer. Mais l'histoire telle que nous l'avons évoquée aujourd'hui nous prouve que rien n'est jamais totalement acquis, en particulier en ce qui concerne les femmes et en ce qui concerne les minorités, les enfants, tous ceux qui appartiennent à ce qu'on appelle, entre guillemets, la diversité. Ainsi, ce qui paraît acquis sur le papier, qui touche à la place et au rôle des femmes, devra toujours être observé avec vigilance. Et c'est le rôle de notre réseau de femmes du ministère des Armées. Et voilà pour cette table ronde sur le rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale, organisée par la délégation aux droits des femmes du Sénat. Alors cette table ronde a permis de rappeler le rôle important des femmes pendant ce conflit, notamment dans l'économie. Il y a eu par exemple les munitionnettes, ces femmes qui fabriquaient des munitions dans les usines d'armement. En France, ce conflit a déclenché
la féminisation des services au XXe siècle, et notamment des administrations et des banques. Mais le problème, c'est que ce travail des femmes ne leur a pas apporté de nouveaux droits civiques. Cette table ronde a aussi permis d'informer sur les violences et les viols de femmes pendant la Première Guerre mondiale et de faire un parallèle avec la situation des femmes dans les conflits actuels. Vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur notre site internet publicsénat.fr. Bonne journée et bonne semaine sur les chaînes parlementaires.